Jean-Michel Apathy, Christophe Carré. Et aujourd'hui, nous vous faisons réagir sur deux sujets d'actualité. Yann Barthès, dans un instant, qui quitte le petit journal de Canal+. Mais d'abord, Jean-Michel, le harcèlement sexuel chez les politiques. Oui, nous avons voulu parler de cela avec vous sur l'antenne d'Europe 1 à l'occasion des accusations qui sont portées et qu'il réfute. Il faut le souligner, qui sont portées contre le député écologiste Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale. Donc nous vous avons sollicité par l'intermédiaire du 3921 pour parler du harcèlement sexuel. Et nous avons souhaité que Catherine Lemagresse nous accompagne en studio. Bonjour Madame Lemagresse. Vous êtes juriste et ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et donc nous allons tout de suite, si vous en êtes d'accord, écouter les auditeurs d'Europe 1. Et j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Quelle est votre histoire concernant le harcèlement sexuel, parce que vous en avez été victime? Oui, effectivement. Il se trouve que j'ai été pendant 13 ans adjointe au maire d'une ville moyenne, une ville d'environ 80 000 habitants. Et vers la fin du deuxième mandat, je dirais, peu de temps avant le renouvellement, j'ai été, attrapée dans son bureau par le maire, qui a tenté de me saisir pour m'embrasser. Je l'ai repoussé assez violemment. Oui. Et l'incident a été clos, je dirais, puisque nous n'en avons plus jamais parlé, à part le lendemain où il m'a dit on peut au moins se faire la bise. Et puis, peu de temps après, il y a eu le renouvellement, et puis je suis passée à la trappe, clairement. Et je me suis rendu compte en discutant avec une autre collègue qui, elle aussi, était passée à la trappe de manière assez incompréhensible, qu'elle avait vécu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avions été toutes les deux évincées suite à l'incident du bureau. Mais je dirais. J'entends votre histoire, Valérie. Si je comprends bien, vous avez travaillé plusieurs années avec cet homme sans qu'il n'y ait eu de sa part aucun comportement agressif à votre égard. Exactement. Je pense, alors moi j'y ai réfléchi parce que c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, avec lequel on a travaillé longuement. Oui. Je pense que le problème du harcèlement sexuel, c'est un problème de pouvoir. Et qu'en réalité, cet homme-là, il a sans doute au départ conquis le pouvoir pour faire des choses, et puis petit à petit, il a recherché le pouvoir pour le pouvoir. Mais ça, j'entends bien, mais... J'entends... Parce que... Oui. Sinon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, effectivement, ça ne s'est pas passé 5 ans avant ou 13 ans avant. Oui. Et ça s'est passé à ce moment-là. Parce que vous avez travaillé combien de temps avec lui, Valérie, avant qu'il ne se comporte... 13 ans, j'ai été son adjointe au maire durant 13 ans. C'est curieux. Et je pense que c'est lié beaucoup au fait que le pouvoir, l'exercice du pouvoir donne l'envie du pouvoir ultime sur les autres. Vous restez avec nous, Valérie ? Oui. Catherine Lemagresse, c'est curieux quand même que pendant longtemps, on imagine, en plus, la politique, c'est une proximité physique, parce qu'on mène beaucoup de combats d'une certaine manière avec des gens, et c'est curieux que tout à coup, un homme attrape, c'est le verbe qu'a employé Valérie, une femme comme ça, avec une forme de violence. C'est curieux comme attitude. Alors, je ne sais pas si c'est curieux. Ce que j'entends dans ce témoignage, d'abord, c'est qu'elle ne parle pas de harcèlement sexuel, mais d'une agression sexuelle, puisque attraper quelqu'un pour lui imposer un baiser, c'est une agression sexuelle. C'est plus gravement puni que le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'il y a eu réitération, ce qui est aussi une constante dans la plupart de ces affaires-là, puisqu'elle a trouvé une autre femme qui avait vécu ça, et pour lesquelles les conséquences ont été similaires, c'est-à-dire qu'elles sont passées à la trappe. Ça, ce sont les représailles qui sont liées à ce type de violence, cette forme de violence. Donc, elle n'ait pas été agressée ou harcelée pendant 13 ans, ne veut pas dire que d'autres femmes ne l'ont pas été ou même pendant cette période. Donc, d'une certaine façon, elle était tranquille parce que d'autres étaient agressés. Parce que l'agression est perpétuelle d'une certaine manière, ou régulière, mais ce ne sont pas les mêmes victimes. Ça peut aussi expliquer le fait que ça vienne plus tard, effectivement. Et on remarque par ailleurs que souvent, il y a des éléments déclencheurs que les femmes savent analyser, alors qu'ils peuvent être un divorce dans la vie de la femme, par exemple, où tout d'un coup, elle devient disponible au regard de celui qui va l'agresser. Exactement. Ou une situation de précarité économique qui se met en place particulièrement, le licenciement d'un conjoint, un crédit qui doit être pris ou qui doit être remboursé. Et là, l'agresseur se dit « Ah, ressent, analyse une situation de fragilité
sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour agresser. Et effectivement, je rejoins sur la question de l'exercice du pouvoir. C'est vrai qu'agresser quelqu'un, c'est le pouvoir suprême sur l'autre. Mais ça, on ne le rencontre pas que dans la politique, on peut le rencontrer dans la vie de l'entreprise, dès qu'il y a précisément une relation de pouvoir. Oui. Valérie, je voudrais vous poser 2 ou 3 autres questions. Vous n'avez pas porté plainte? Non, absolument pas. Non, je n'ai pas porté plainte. Pour tout vous dire, j'ai même eu du mal à en parler avec d'autres personnes, Oui. même de personnes proches. Et j'ai été pendant longtemps un peu sidérée de voir que, effectivement, une relation qui paraissait normale pouvait d'un coup vriller comme ça, de manière aussi étonnante. Et ma deuxième question, c'est cet élu. Alors, on n'a pas cité, vous n'avez pas cité non plus la ville. Il ne s'agit pas ici de faire une dénonciation publique, évidemment. Mais cet élu est toujours en activité. Non, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Alors, je vais poser ma question différemment. Après votre agression, il est resté en activité. Il a poursuivi l'exercice de son mandat. Et vous, quand vous le voyez à l'époque, je ne sais pas, faire des discours, dire des choses sans doute en contradiction avec ces attitudes-là, ça suscitait quelle pensée chez vous? C'était difficile notamment au moment de la journée de la femme. Ce qui m'a amené à vous téléphoner, c'est en fait quand j'ai entendu l'élu Europe Écologie Les Verts qui a parlé de Denis Baupin et du 8 mars. du moment, je dirais, où elle avait décidé de parler, c'est-à-dire ce moment de la journée de la femme. Moi, j'ai entendu cet élu, je dirais ce maire, parler lors de la journée de la femme, expliquer à quel point il était féministe, à quel point, etc. Et j'en étais vraiment, je dirais, j'en avais la nausée. Quoi. Je comprends. Oui, entendre quelqu'un qui dit quelque chose qui est à l'opposé de son attitude, on a envie de crier, de dire « mais vous êtes un menteur, monsieur » ou quelque chose comme ça, mais vous ne l'avez pas fait. Oui. Non, je ne l'ai pas fait, effectivement. Vous avez évoqué avec une autre personne qui travaillait avec vous cette situation-là, et donc vous avez compris là que vous n'étiez pas la seule à avoir été agressée de la sorte. Et finalement, vous avez été nombreuses ou vous n'avez pas cherché à en savoir davantage? Je n'ai pas cherché à en savoir davantage, en réalité, parce qu'il aurait fallu, moi, que je... j'ai eu certains bruits couraient depuis un moment, mais j'avais du mal à les croire, parce que c'était une personnalité qui apparaissait un peu, plutôt quelqu'un de je dirais, humaniste. Enfin, en tout cas, il se donnait ce vernis-là. Et donc, j'avais un peu du mal à le croire jusqu'au moment où c'est arrivé. J'imagine qu'il y a eu d'autres personnes, effectivement. D'accord. Restez encore avec nous, Valérie. En fait, quand on est agressé comme ça, on a du mal à en parler, Catherine Lemaigresse. C'est l'autre point fort, je pense, de votre témoignage, madame, c'est qu'effectivement, et vous l'avez dit d'ailleurs, j'ai été sidérée, les agressions sexuelles ont un impact sur la personne. Et le premier impact, c'est je n'y crois pas que ça m'arrive à moi, parce on n'est plus éduqué à subir ces choses-là, et donc il faut arriver à les analyser. Et la société ne nous aide pas à analyser ça comme des violences, donc c'est un des points compliqués aussi pour vous. Et puis après ça, le fait d'en parler, et ça vous l'avez très bien dit, ça entraîne des répercussions pour soi, pour sa famille. Il y a des répercussions sociales dans le milieu du travail, quand on est dans le milieu du travail, sur le travail également. Et puis l'attitude de l'agresseur, et là quand il dit le lendemain, ce que vous disiez tout à l'heure, on peut au moins se faire la bise, c'est-à-dire que lui est dans le déni complet. Donc ça implique que soit il faut sortir du déni pour bien reposer, dire attendez, ce que vous avez fait, c'était une agression sexuelle, et arriver à mettre ces mots-là est très difficile. Donc oui, c'est difficile d'en parler, et pour autant, c'est ce qui permet d'y mettre un terme le plus efficacement. C'est bien de prendre la parole et de le dévoiler. C'est une des choses qui m'a frappée aussi dans les témoignages concernant l'affaire en cours, c'est qu'elles disent oui, mais j'avais peur d'être des répercussions, et être élu et victime, ça pose quand même un problème, parce que les gens n'imaginent pas, on doit être forte en tant qu'élu. Mais par contre, ça pose pas de problème d'être élu et agresseur. Et moi, ça me pose un problème en tant que citoyenne. Si, ça pose des problèmes, bien sûr. Ça pose des problèmes à tout le monde. D'être élu et agresseur, ça ne va pas ensemble. Il faut souligner, puisqu'on nous en sommes là... Les agresseurs sont réélus après leur condamnation. Des agresseurs de ce type-là, vous avez des exemples? Oui. Vous avez des noms? Alors... On ne va pas faire de la diffamation. Si vous n'êtes pas certaine, donnez pas de nom. Je ne suis pas certaine comme du ça, nom, moi, j'en ai pas moi en tête.
on voit des élus pris dans des affaires financières et qui peuvent être réélus, mais des affaires de cette nature, c'est-à-dire d'agression sexuelle, j'ai pas de souvenir. Mais je peux le confirmer. Moi, j'ai le souvenir de villages où, alors même que le jugement de condamnation avait par exemple été distribué dans toutes les boîtes aux lettres. D'accord. Donc les citoyens étaient parfaitement informés. Informés, et ils votent quand même pour des gens comme ça. Ça renvoie aussi chacun à son bulletin de vote, si je puis dire. Voilà Valérie, on était touchés par votre témoignage et voilà. Je vous remercie aussi. Toutes ces choses-là sont tellement, c'est tellement difficile, je dirais, d'arriver à passer sur le fait. Moi, je suis pas une femme faible, et c'est compliqué pour moi de dire que d'une certaine manière, mon destin a été impacté par un événement comme celui-là. Je comprends. Ça trouble encore votre vie, Valérie ? Oui, quelque part, oui. Même si j'aime mieux me dire que non. Mais en réalité, sans doute. Bon, j'imagine qu'il vous a fallu un peu de courage pour nous appeler. Je vous en remercie. De rien. Je vous souhaite une bonne journée, Valérie. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Claire. Oui, bonjour. Vous êtes à Bagnolet. Oui. Et vous aussi, vous avez une expérience personnelle du harcèlement sexuel, mais pas dans le travail, je crois. Oui, pas dans le travail, dans le cadre de mon entourage amical. D'accord. Et de harcèlement sexuel qui allait jusqu'à un viol en réalité. Et je voudrais juste insister sur une chose. Vous avez dit à l'instant que, on n'était pas éduqués à avoir peur comme ça. En réalité, si les femmes, les filles sont éduquées à avoir peur, mais à avoir peur d'un agresseur fantastique, le noir, de la nuit, dans un parking, etc. Et on n'est pas éduqué à avoir peur de l'entourage professionnel, amical ou quoi que ce soit. Alors que c'est dans ce cadre-là qu'ont lieu la plupart des agressions de nature sexiste. Et il y a le problème de ne pas être éduqué à ça. Alors c'est pas plus mal, remarquons, de ne pas être éduqué à avoir peur, mais d'éduquer aussi les hommes qui sont les principaux agresseurs à ne pas agresser. C'est là que ça devrait commencer. Et là-dessus, on peut imaginer qu'effectivement, l'éducation soit faible. C'est ça, Catherine Lamagresse ? Elle est inexistante quasiment. Enfin, on voit les résistances qu'il y a eu au sujet des programmes des ABC de l'égalité qui devaient être mis en place dans les écoles et qui ont été supprimés. C'est pas pour rien. Effectivement, enseigner aux petits garçons et aux petites filles des règles d'égalité, de respect de l'autre, etc. Ça devrait commencer par là. La société est acquise à qualifier ces violences d'insupportables. Non, c'est faux. Écoutez, regardez, prenez juste ce qui se passe aujourd'hui, le langage qui est utilisé pour désigner le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, ce que ces femmes ont désigné. Moi, j'ai entendu c'est de la séduction, j'ai entendu c'est de la drague, j'ai entendu c'est pas grave. Ça, c'est ce que disent les agresseurs. Ce sont des gestes déplacés. Non, c'est ce que disent les agresseurs. Non, pas seulement les agresseurs. C'est-à-dire qu'il y a une des femmes qui a reçu des textos, elle dit bon, c'était déplacé, mais un texto qu'on s'est réitéré après un refus, c'est plus du déplacement, c'est du harcèlement sexuel. Et madame, je suis tout à fait d'accord avec vous, les agresseurs sont des proches, à 70% on connaît les agresseurs. Là, on est hors du champ du harcèlement sexuel, que ce soit des agresseurs sexuels, violeurs. Donc je pense que notre société est encore extrêmement tolérante à ces violences-là, et que c'est précisément cette tolérance-là qui rend si difficile pour les victimes de les dénoncer et qui entretient l'impunité dans laquelle les agresseurs sont. Et effectivement, les agresseurs disent mais non, c'était pas grave, parce que dans leur perception, ça n'est pas grave, parce qu'ils ont ils pensent avoir un droit d'accès au corps des femmes par ailleurs. Claire, vous avez pu en parler autour de vous, ce sont des histoires que vous avez plutôt gardées pour vous? Absolument pas. J'en ai pas parlé à mon entourage du tout. J'ai simplement cessé de voir cette personne. Et du coup, cessé de voir les amis nos amis communs, parce que voilà. Mais non, j'ai pas réussi à en parler, non. Et si je peux me permettre cette question, elle est peut-être un peu bête, mais vous regrettez de ne pas en avoir parlé? C'est compliqué parce que moi, une grande partie de moi, j'ai même pas porté plainte non plus. Aurait souhaité en parler, porter plainte, etc. Mais il y a une sorte de bataille de moi à moi-même, parce qu'en même temps, c'est un ami d'amis et ça, pardonnez-moi l'expression, mais ça foutrait la merde. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Et est-ce que je serais crue? Et c'est des démarches qui sont difficiles à accomplir. Mais si vous êtes éloigné de gens, ce qu'on comprend,
ils doivent quand même, certains d'entre eux doivent vous interroger. Mais pourquoi on ne te voit plus? Pourquoi tu viens plus? Enfin, ça doit exister, ce genre d'interrogation. Oui, puis je pense que lui a aussi donné sa version. Des gens savent qu'il y a eu un truc entre nous, mais sans savoir... sans savoir ce qui s'est passé, d'accord. Merci beaucoup Claire d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, parce que là aussi j'imagine que c'est pas facile. Oui, allez-y. Oui, c'est pas facile. Et puis en fait, surtout, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est pas tellement mon histoire à moi, c'est pas pour ça que je suis là. Mais c'est effectivement le langage et les propos les mots qui sont employés pour parler des faits et des agresseurs. Je me suis réveillée ce matin en voyant sur les réseaux sociaux parler, par exemple, au sujet de Denis Baupin, d'obsédés sexuels. Et ça, je trouve ça problématique au même titre que ce que vous disiez, madame, parce que l'obsession, ça relève de la pensée. Et à la limite, peut-être que vous ou moi, nous sommes obsédés par le sexe, mais ça reste de l'ordre de la pensée et du privé. Et on ne parle pas là de la réalité des choses. C'est pas une pensée, c'est une agression. Des violeurs, des agresseurs. Il faut utiliser les bons mots. Et en plus, souvent, ces termes-là renvoient à une forme de responsabilité de la victime. Si on est obsédé, c'est que la personne est obsédante. C'est l'image des sirènes et du lys auquel on ne pourrait pas résister. Et moi, on m'a dit ça. La personne qui m'a agressée a essayé de s'excuser, mais c'est de l'inexcusable, en disant j'ai pas pu résister. J'ai pas pu te résister, comme si je l'avais attiré dans un piège. Et ça, c'est détestable et insupportable à entendre. Je comprends les précisions que vous voulez apporter, Claire, et nous sommes heureux de vous avoir permis de les faire sur l'antenne d'Europe 1. Nous marquons une courte pause et nous revenons pour poursuivre ce dialogue. Jean-Michel Apathy, Christophe Carré. Nous avons parlé donc du harcèlement sexuel avec vous, Catherine Lemagresse, et nous avons écouté deux témoignages troublants et forts, bien sûr, de femmes qui en ont été les victimes. Comment aider toutes les victimes de harcèlement sexuel? Parce que beaucoup de celles qui le subissent n'en parlent pas, restent avec cette douleur et ce secret. Oui, les deux témoignages sont révélateurs pour ça. Et je rappellerai qu'il y a à peu près une femme sur 10 seulement qui dénonce, par exemple, les viols dont elle a été victime. Parler, parce que c'est ce qui protège le mieux des agressions, c'est ce qui met fin à l'impunité des agresseurs. Saisir la VFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. L'association a un site avft.org qui est très bien fait et sur lequel on trouve beaucoup... avft.org. Oui, AVFT. sur lesquels il y a beaucoup de renseignements sur comment déposer plainte. Et pour permettre aux femmes de déposer plainte aussi, changer peut-être la loi dans le milieu politique plus spécifiquement pour pouvoir mettre en cause la responsabilité des élus agresseurs afin qu'ils ne puissent plus se représenter, qu'il y ait une déchéance qui soit prononcée immédiatement afin qu'ils ne puissent plus se représenter devant les citoyens. Et puis éventuellement changer aussi les lois sur les violences sexuelles de façon à ce qu'elles soient mieux rédigées et que par exemple on inclut dans le texte le fait que les femmes ne sont pas consentantes, a priori, et que donc c'est à l'agresseur de s'assurer au préalable du consentement des femmes, et le consentement n'est que l'accord volontaire donné par la personne et ne peut être rien d'autre. Le silence, ce n'est pas consentir. Dire non, évidemment, ça n'est pas consentir. Et ça, quand on aura changé cette loi-là, je pense qu'en termes éducatifs, ce sera très intéressant pour les hommes. Merci Catherine Lemagresse. Donc, je rappelle que vous êtes juriste, vous avez présidé l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et donc, tous ceux qui veulent avoir des renseignements complémentaires peuvent se diriger vers le site avft.org. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Europe 1. Il est 13h35. La suite de vos réactions et vos témoignages, c'est maintenant sur Europe 1 au 39 21. Et donc, Yann Barthès du Petit Journal a jeté l'éponge. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous êtes à Moliette dans les Landes. Exactement. Et vous étiez fidèle du Petit Journal ? Oui, j'étais une fidèle du Petit Journal, donc très triste ce matin d'apprendre le départ de Yann Barthès, surtout que pour moi, le départ de Yann Barthès et de la société de production qui fait le Petit Journal qui part aussi, sonne vraiment la fin du Petit Journal, même si Canal dit qu'ils veulent continuer à la rentrée prochaine. Je ne vois pas comment ils peuvent continuer cette émission-là sans Yann Barthès qui incarne réellement tout le concept de l'émission. Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission ? Qu'est-ce qui fait que vous la regardez souvent ? Ça apporte un regard nouveau sur la politique, ça détricote toute la communication politique et tout ce que les politiciens ne veulent pas que l'on voit. Donc c'est très intéressant, ils font ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme, c'est à la fois divertissant, puis on apprend des choses, notamment avec Martin Veil qui part à l'étranger sur des zones de guerre. Ça allie à la fois donc, le divertissement et du vrai journalisme, de la vraie information. Et j'aime beaucoup cette émission-là. Et je suis très triste que ça s'arrête. Bon, ce soir, vous serez au rendez-vous, Marlène.
Oui, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Je sais qu'il n'a rien à voir avec ça, mais voilà, j'ai postulé chez Ipsy à Castex parce que je cherche du travail. Et voilà, si vous pouvez m'embaucher, ça serait extraordinaire. Et donc, si vous qui m'écoutez, pouvez tweeter à Ipsy embaucher Marlène, ça serait fabuleux. I2XI. Voilà, ça sera tout. Alors, merci beaucoup. Il faut tweeter I2XI, embaucher Marlène, d'accord. Et embaucher pourquoi? Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail? C'est dans le web marketing et la communication. Bon, d'accord. Écoutez, on croise les doigts, contre le chômage. que ça vous porte chance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, Marlette. Au revoir. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Bon, l'appel au boulot de Marlène, qui était aussi important, a un peu bouffé le temps qu'on comptait accorder à d'autres auditeurs. Donc, du coup, voilà, on n'a plus trop la possibilité de vous laisser intervenir sur l'antenne d'Europe 1 à propos de l'émission de Yann Barthès, on le regrette. On salue Yann Barthès, moi j'ai travaillé quelques années avec lui, c'est quand même un petit gars formidable. Je ne doute pas que lui et son équipe retrouveront très vite du travail, et je suis un peu triste que le petit journal de Yann Barthès, dans la version que l'on a connue, s'arrête la saison prochaine. Mais c'est la vie.